vous avez mis la photo de Thibaut, parce que Thibaut, il s'est pendu à 12 ans suite au harcèlement scolaire qu'il subissait. Dès son entrée en 6e, Thibaut a vécu l'enfer. Oui. Alors je sais que vous êtes très ému ce soir, vous vouliez absolument venir en parler dans cette émission. Je sais que c'est une journée très importante pour vous. Oui. Je voulais que Thibaut soit présent avec nous, puisque c'est lui qui a subi toutes ces violences. Ensuite, nous, en tant que parents, vu l'issue qu'il y a eu, mais quand on a vécu avec lui cette violence également, ça nous a détruits, ça nous a... Enfin, c'est compliqué. Et alors, cette photo, ça représente Thibaut avant le collège. Donc quand Thibaut était heureux. Thibaut c'était un petit garçon plein de vie, très curieux, très intelligent, avec un épris d'un idéal de justice important. C'était un petit garçon qui était très bien intégré, qui savait prendre ses responsabilités, puisqu'il était joueur de handball, mais également jeune arbitre. Et à son entrée au collège, et là, il est passé dans un monde de violence pour lequel je ne l'avais pas forcément préparé a priori. Alors, dès son entrée en 6e, donc Thibaut a vécu, comme je l'ai dit, l'enfer, menace de mort, violence physique et verbale. Alors comment ça a commencé? Tout d'abord, ça a commencé la 2e semaine de la rentrée scolaire par un jeu d'humiliation. On lui a dit, viens, on va te faire un tour de magie. Donc on lui a pris ses 2 mains, on lui a dit à 3, tu vas voir, il y a quelque chose qui va se passer. Effectivement, il y a quelque chose qui s'est passé. On lui a baissé le pantalon devant toute la récréation. On lui a mis un coup de balayette et on l'a tapé à plusieurs reprises et plusieurs personnes par des coups de pied. Donc là, j'étais avertie par le collège, puisque des camarades de classe ont averti la CPE. Donc mon fils était complètement abasourdi. Il a souhaité quand même retourner en classe l'après-midi. Et là, un de ses anciens camarades de classe avec qui il était en primaire lui a fait une réflexion. Et pour une fois, Thibaut lui a répondu, puisqu'il n'avait pas l'habitude de rétorquer à cette personne. Et là, ça a été le déclenchement de toute la suite de violences, d'insultes, d'injures, de menaces de mort, d'agressions physiques en réunion. Parce que cette personne n'avait pas l'habitude que quelqu'un ose lui tenir tête. Alors il se fait tabasser quotidiennement, il s'est fait casser le bras. Alors il a été au collège, comme il était en béquille, parce qu'il s'était fait une entorse par ailleurs, qui n'avait rien à voir du tout avec le harcèlement. Il s'est fait bousculer et là il est tombé sur le coude et il y a une fracture du coude. Donc ses camarades... petite camarade entre guillemets, gentille, n'ont rien trouvé mieux qu'essayer de le bousculer dans les escaliers, parce qu'avec une béquille et un bras dans le plâtre, c'est extrêmement facile de se mouvoir. Comme ça, il allait mourir. Voilà, dans les escaliers. On lui a retiré aussi son attelle pour le frapper. Donc au lieu de 4 semaines de plâtre, ça a été 8 semaines de plâtre. Alors, en avril 2018, Thibaut donc change de collège. Oui. On pense que ça va s'arrêter et voilà, le harcèlement reprend. Dans l'autre collège, j'ai moins de preuves, mais chose qui est avérée, c'est qu'à la rentrée scolaire, il a souhaité rentrer dans une association où on joue aux cartes, ça s'appelle Yu-Gi-Oh! Et Thibaut me disait qu'il se faisait passer à tabac et qu'il se faisait frapper et qu'il ne s'entendait pas avec ce groupe d'élèves. Et début novembre, il a décidé de quitter le club. Alors, vous alertez le collège et l'éducation nationale. Oui. De quelle façon? Alors ça, c'était dans le premier collège, puisque je remarque que mon fils va souvent à l'infirmerie. C'était inscrit dans Pronote. Donc... Et vous en a parlé tout de suite de ce qu'il subissait à l'école ou pas du tout?
Le jeu d'humiliation, oui. Après, le fait qu'il était menacé, oui. Donc, on a essayé de joindre le professeur principal, la CPE. Ensuite, comme mon fils devenait un peu agressif à la maison, ce qu'il n'avait pas l'habitude d'être, avec son petit frère et sa petite sœur, donc je constate un changement de comportement de la part de mon fils. Je constate également que mon fils se réveille à 3 heures du matin, donc des insomnies. Il fait des cauchemars. Mon fils parle en dormant, donc il refait sa journée, donc on comprend ce qui se passe au niveau du collège. Et tous ces faisceaux m'emmènent chez le médecin pour voir s'il y a quelque chose qui pourrait l'aider à mieux dormir, à se calmer, parce que je vois bien qu'il est anxieux et que ça ne va pas, quoi. Et là, il annonce au médecin qu'il a fait une tentative de suicide. Vous ne le saviez pas? Non, je ne savais pas. Ça m'a complètement détruite. J'étais au bout de ma vie à ce moment-là. Je lui ai dit, mais pourquoi tu as fait ça? Ça ne va pas du tout. Comment tu veux que maman s'en remette si tu fais ce genre de choses? C'est impossible. Et en fait, il s'est arrêté parce que sa sœur est rentrée dans sa chambre à ce moment-là. Il avait mis un oreiller pour arrêter de respirer parce qu'il n'en pouvait plus, en fait. Donc là, le médecin fait un mot au collège. Moi, j'avertis sur Pronote l'ensemble de l'équipe pédagogique, l'ensemble des enseignants pour expliquer que du coup, Thibaut allait être suivi par un psychologue qui devait prendre des antidépresseurs parce que ça allait vraiment pas. J'essaye d'avoir un rendez-vous avec la proviseure du collège à plusieurs reprises. J'ai demandé à la CPE d'avoir un rendez-vous avec la proviseure du collège, ça n'a jamais été fait. Avec le professeur principal, ça n'a jamais été fait. Et j'ai obtenu un coup de téléphone après avoir envoyé un courrier en recommandé à la proviseure pour avoir un rendez-vous avec copie à l'inspection académique. Alors, ensuite vient la nuit du 20 au 21 novembre. Alors, je sais que c'est compliqué pour vous de la raconter. Alors, pour extraire mon fils de cet environnement de violence, puisque les agresseurs habitaient dans la ville et il n'osait plus sortir de la maison, on avait changé de collège, mais ça ne changeait pas son état d'angoisse. J'ai réussi à avoir une mutation à plus de 500 km. Donc, quand ça s'est passé, moi, j'étais à plus de 500 km de la maison. J'étais partie courir. Et je vois que mon mari m'a appelée. Et là, j'entends un hurlement, mais un hurlement. Je comprends même pas ce qu'il dit, en fait. Donc, je le rappelle et il me fait Thibaut s'est pendu. Thibaut s'est pendu. Je dis, arrête, c'est pas possible. C'est pas possible. Et là, je peux pas y croire, c'est pas possible. J'appelle ma mère, je fais maman, va vite, je comprends pas. J'appelle ma belle-mère, vas-y, dépêche-toi, Thibaut il a un problème, il faut aller le sauver, c'est pas possible. Et là, je m'assois sur les marches de l'escalier et je hurle, mais je hurle. Je sais même pas comment dire. Je me dis c'est pas possible, c'est pas possible. Thibaut il a pas pu faire ça. Thibaut il a pas pu faire ça, il a pas pu. Non, c'est vraiment pas. Jusqu'au moment où j'arrive à la maison, je monte les escaliers. Là, les pompiers avaient allongé Thibaut sur le lit. Et là, j'ouvre la porte et je la referme automatiquement parce que c'est une vision. C'est une vision d'horreur. Je ne peux pas comprendre. Vous savez, votre petit garçon qui est là, allongé, la tête complètement déformée. C'est une vision d'horreur. Et là, vous rouvrez la porte et vous dites, bah si, c'est la réalité. Et la seule chose que vous voyez, c'est la fenêtre. Vous avez juste envie, c'est de sauter par la fenêtre. Vous dites, je peux pas rester là, c'est pas possible, c'est pas possible. Et vous voyez votre mari, et je fais, mais vous avez même plus envie de rester là, vous avez juste envie de sauter par la fenêtre et que ça s'arrête, la douleur, le trou, l'impuissance. Et là, on vous dit qu'il faut dire au revoir à votre fils. Et là, vous lui caressez les cheveux, vous pleurez, vous n'êtes pas bien. Et là, votre main
Votre main touche son cou et là, vous sentez. Après, c'est un trou noir, je suis tombée dans les pommes. Très fort témoignage de Karine. C'est vrai qu'on a du mal mine de rien, vous questionner là-dessus, parce que c'est incroyable. On a l'impression de vivre la scène avec vous. Je crois qu'il y a... C'est les grands-parents de Thibaut. Oui, c'est mes parents. Exactement. Ma belle-mère. Voilà, qui sont extrêmement émus également. La question qu'on a envie de vous poser, c'est... Aujourd'hui, est-ce que vous en voulez à quelqu'un? Est-ce que vous pensez que vous auriez pu éviter ça si vous aviez eu un rendez-vous peut-être plus tôt avec l'établissement, avec les personnes de l'établissement, avec les personnes de l'éducation nationale? Est-ce que vous pensez que ça aurait pu être évité, ce drame? Thibaut, il n'a jamais été entendu. Nous n'avons jamais été entendus par l'éducation nationale. On n'a pas été entendus puisqu'on n'a pas été reçus. On n'a pas été entendus puisque quand vous allez voir le chef d'établissement, il vous explique que c'est votre enfant qui a un dysfonctionnement. Que si votre fils il se fait taper, c'est parce qu'il insulte, comme s'il y avait une excuse à se faire taper. Si mon fils il insultait, c'est juste qu'il adoptait les codes qu'il avait en face de lui. Parce qu'à la maison, il insultait personne. Au hand, il insultait personne. Il était très intégré. Oui, l'éducation nationale, pour moi, a failli. L'équipe pédagogique était au courant. Elle a la liste des faits. Elle avait les noms des personnes. Il n'y a jamais rien qui a été fait. Mon fils me disait, de toute façon, on vient me voir, on me dit, bah vas-y, va le dire à la CPE. De toute façon, t'as vu, on n'est pas punis. Adrien Taquet, quand vous entendez ce témoignage de Karine, quelle réponse vous pouvez lui donner? Parce que tous ici, on le voit bien, on est atterrés par ce qui s'est passé. On est atterrés qu'il n'y ait rien qui ait pu être fait, qu'elle n'ait pas réussi à avoir un rendez-vous. Et c'est pas la première fois qu'on entend ce genre de témoignage. À chaque fois, c'est les mêmes témoignages qui reviennent. Donc on peut se dire, une fois, il y a pu avoir un dysfonctionnement, 2 fois. Mais les témoignages, à chaque fois, nous racontent la même chose, qu'il n'y a pas de rendez-vous, qu'il n'y a pas de suivi, qu'il n'y a pas de sanction, qu'il n'y a pas de convocation des parents. Qu'est-ce qu'on peut faire aujourd'hui? Parce que là, on le voit, ce qu'a vécu Karine, et Karine est là, je crois, ce soir aussi pour ça, c'est qu'elle ne veut pas que ça arrive à d'autres parents, à d'autres enfants, et qu'aujourd'hui, on a l'impression qu'il y a un dysfonctionnement. C'est dur de s'exprimer suite à votre témoignage, et perdre un enfant, c'est juste de l'ordre de l'impensable. Et là, c'est pas le ministre qui vous parle, c'est le père. Parce que j'ai 2 jeunes enfants, moi aussi, et c'est difficile de ne pas se projeter quand même dans ce que vous dites. Moi, je vais revenir sur ce que le gouvernement prévoit, sur le plan qu'a annoncé Jean-Michel Blanquer en mai dernier. Mais avant ça, parce que je pense que ça soulève, votre témoignage soulève un peu cet aspect-là, je pense que dans notre pays, et c'est pas que sur la question du harcèlement scolaire, c'est sur la question des violences faites aux enfants globalement, dans notre pays, on a un problème avec la parole des enfants. On a du mal à écouter les enfants, à les entendre, on a du mal à les croire. Ça remonte à loin, c'est peut-être alimenté par des affaires judiciaires plus ou moins récentes, qui ont pas œuvré dans le bon sens. Je pense à Outreau. Bien sûr. Après, vous savez, la racine du mot enfant, hein, l'étymologie, c'est infantem. En latin, ça veut dire celui qui ne parle pas. Celui qui ne parle pas, c'est aussi peut-être celui que l'on n'écoute pas. Et je pense que sur les violences faites aux enfants, et notamment sur le harcèlement scolaire, je pense que sur le harcèlement scolaire, on est en train collectivement de passer une étape importante, nécessaire, mais pas suffisante, qui est de sortir du déni. Je pense qu'on sort du déni face à ce phénomène-là. Et des émissions comme celle que nous partageons ce soir y contribuent, et je vous remercie à cet égard. Mais maintenant, il faut qu'on brise la loi du silence. Il faut qu'on brise le silence. Il faut permettre aux enfants harcelés de parler. Il faut leur expliquer qu'il faut sortir du silence, que le silence enferme, que le silence parfois dans lequel on s'enferme, on a l'impression que ça nous protège contre cette mort sociale qui fait qu'on va être exclu du groupe,
qu'on a peur des représailles, mais qui en fait est et on le voit dramatiquement, est souvent une mort à petit feu, en réalité. Il faut que les gens autour des enfants harcelés parlent aussi. Et c'est tout le sens il y a une campagne de communication que le ministre Blanquer lance aujourd'hui. Alors justement, il y a un numéro vert en cas d'harcèlement, 30-20. On va y revenir, mais qui est sur la nécessité pour les gens qui sont autour de parler, pour les copains qui regardent, d'intervenir. Et je ne sais pas si vous avez vu, mais il y a le président de la République là, qui a publié quelque chose sur Snapchat là, récemment, parce que Snapchat, c'est aussi là où sont les enfants. Et en disant, quand on reste silencieux face à des situations comme ça, on est complice. Rien de plus, rien de moins. Et il faut briser ce silence. Mais moi, c'est l'importance des pères. Adrien, quand vous dites ça, moi je vais aller loin, mais quand on ne donne pas un rendez-vous à cette dame, quand l'établissement scolaire, quand l'éducation nationale ne fait rien, pour moi, on est aussi complice. J'allais y venir. Libérer la parole, c'est bien, oui. Mais il faut savoir la recueillir. Il faut la recueillir, il faut l'écouter. Alors c'est dans son... Et agir. Et agir. Oui, mais ça commence, c'est déjà une forme d'action d'écouter et d'entendre. Et c'est un peu tout le sens des mesures qui ont été annoncées, notamment en mai dernier, mais qui remontent à... Vous savez, la prise en compte du harcèlement scolaire, ça remonte à 2011 simplement. Les premiers plans, le numéro, le 30-20 que vous évoquiez, ça a quelques années. C'est pour ça que je disais qu'on sort à peine du déni. Mais aujourd'hui, ce que le ministre Blanquer a annoncé, c'est effectivement... La fourniture à l'ensemble, la sensibilisation, la formation de l'ensemble des professionnels de l'éducation nationale, de l'ensemble des directeurs, leur mettre en main un programme clé en main, justement pour prévenir et lutter contre le harcèlement. C'est former l'ensemble des professeurs, les directeurs d'établissement. C'est une sensibilisation de 10 heures par an pour les élèves. C'est la création d'un kit pédagogique pour les étudiants, mais aussi pour les élèves ambassadeurs. Parce qu'il y a tout un système aujourd'hui dans les écoles, dans les collèges. Vous avez plus de 10 000 enfants ambassadeurs qui sont là pour voir comment ça se passe entre les autres élèves, pour recueillir la parole éventuellement d'un enfant qui est harcelé parce que parler de pair à pair, c'est souvent important. Et Chiara, je crois que vous êtes ambassadeur dans votre école. C'est une sensibilisation des parents aussi. Parce qu'être parent de harceleur, Brigitte Macron l'a dit tout à l'heure, nous étions dans un collège avec Jean-Michel Blanquer et Brigitte Macron. Parfois, être parent d'un petit caïd, c'est plus facile que d'être parent d'un enfant harcelé. Donc les parents aussi ont une responsabilité à cet égard. Ce que je veux dire par là, c'est que le gouvernement prend des mesures. On a élargi aussi les plages horaires du 30-20, du 0800 200 000, qui est la plateforme d'écoute pour le cyberharcèlement. Et j'espère qu'on reviendra sur la question du cyberharcèlement. On va en parler. Mais ça repose aussi sur chacun de nous. La question des violences faites aux enfants, on est dans une situation telle dans notre pays aujourd'hui que la réponse, le gouvernement assumera ses responsabilités, prendra des mesures, mais je vous assure que la réponse ne pourra être que collective. Moi je vais vous dire la vérité, ce que je ressens, Adrien Taquet, c'est qu'il n'y a pas assez de sanctions. Je suis désolé que les harceleurs soient pas sanctionnés, que les parents n'aient même pas été convoqués, les parents des harceleurs. Ça, c'est incroyable. Mais aujourd'hui, la sensibilisation est telle et l'engagement de l'éducation nationale tout entière, de son ministre, évidemment, de Brigitte Macron, ça a été évoqué, du président de la République. Aujourd'hui, je ne peux pas concevoir qu'un chef d'établissement aujourd'hui, qu'un conseiller d'éducation puisse aujourd'hui rester silencieux face à une situation qui se reproduirait comme celle-ci. On dit tous que c'est incroyable. Ça se reproduit parce que je suis encore contactée par des parents qui sont dans le même établissement, qui vivent la même chose que ce que j'ai vécu. On leur dit que leurs enfants sont dysfonctionnants, qu'aujourd'hui, qu'on préfère que ça soit l'enfant qui soit harcelé, qui change d'établissement, parce qu'on ne va pas changer d'établement une quinzaine d'autres enfants. C'est ce qu'on entend à chaque fois. C'est nos enfants qui sont victimes, qui doivent se déplacer dans un autre établissement. C'est nous, en tant que parents, qui devons s'organiser parce que les établissements sont plus loin et donc, du coup, ils sont obligés de rester plus longtemps dans les établissements également. Ils sont déracinés de leurs amis qu'ils ont connus depuis l'enfance. C'est la double peine. C'est injuste dans tous les sens du terme. Et c'est pas un témoignage isolé, puisqu'à chaque fois qu'on a évoqué le sujet, à chaque fois, on a les mêmes témoignages que vous, Karine. Donc c'est vrai que c'est assez concordant. Oui, Laurence, ça y est. Alors moi, j'ai 2-3 questions à vous poser, mais je vais être parce que tout le monde en a beaucoup, j'imagine. Est-ce que vous êtes prêts aujourd'hui, on ne doute pas de votre bonne volonté et de tout ce que vous mettez en place, à prendre l'engagement ferme que plus jamais
on ne fasse se changer d'école un enfant alors que c'est lui la victime, déjà? Est-ce que vous êtes prêt à vous engager à sanctionner les chefs d'établissement qui ne prendraient pas en compte la parole des parents et des victimes? Et enfin, troisième chose, vous savez, le harcèlement, c'est beaucoup en école primaire. D'ailleurs, c'est le pourcentage le plus élevé à 12%. Est-ce que vous pensez qu'un enfant à l'école primaire perd le... Non, c'est 12% à l'école primaire et 10% au collège. 16%. Mais, allez-y. C'est vos chiffres. Hein, je crois Laurence, excusez-moi, 12 et 10. Je crois que c'est le collège maintenant. Oui, c'est le collège. Mais peu importe. Les chiffres d'aujourd'hui, c'est ceux qu'on a relevés. Peu importe. Peu importe. Mais est-ce que vous pensez... Moi, j'ai deux observations. Déjà, est-ce que vous pensez qu'un enfant en primaire peut faire le 30-20? Je ne pense pas. Et c'est pour ça qu'il faut, à mon avis, trouver d'autres solutions pour permettre de libérer la parole de manière anonyme pour les enfants. Et enfin, en termes de communication, vous parlez de sensibilisation. Il y a une campagne de sensibilisation non au harcèlement, mais qui passe, mais qui est totalement incompréhensible pour les enfants. Entre deux dessins animés, comme vous avez, je ne sais pas pour ceux qui ont des enfants, si vous regardez les dessins animés avec eux, quand vous avez une personne qui arrive et qui dit non au harcèlement et le message s'arrête, si vous n'avez pas un adulte à côté pour expliquer ce qu'est le harcèlement, ça ne fonctionne pas. Donc, vous avez de la bonne volonté, mais il y a plein de choses qui sont, il me semble, en décalage avec la réalité de terrain. Et j'ai le sentiment, dans ce que j'ai pu lire, que les associations de parents, que ce que vous mettez en place, ont le sentiment, eux, de ne pas être entendus et pas être compris suffisamment aujourd'hui. Écoutez, ce qu'on met en place est mis en place depuis la rentrée, depuis septembre de cette année. Parce que le plan, je vous l'ai indiqué, a été dévoilé en mai dernier. Donc ne tirez pas de conclusions hâtives. Et moi, deux choses. D'une part, il n'y a pas de fatalité face à ça. Des pays comme la Norvège ont divisé par 2 le nombre de cas de harcèlement. Et il y a un certain nombre de choses que nous mettons en place, notamment ce programme que nous mettons à disposition des établissements, un peu clé en main, parce que les professionnels de l'éducation nationale sont assez dépourvus face à ces sujets-là, et notamment face à la question du cyberharcèlement, une fois encore. La Norvège, on s'inspire de ce qu'a fait la Norvège, qui a divisé par 2 les cas de harcèlement. De la même façon, oui, ce sont 700 000 enfants qui sont touchés, ce qui est phénoménal, c'est 10,2% des élèves. Bon, là, les derniers résultats que nous avons montrent qu'il y a une tendance plutôt à la baisse, mais c'est encore trop élevé. On gagne 1% et c'est encore, le chemin est encore très très long. Ce que je veux dire par là, c'est qu'il n'y a pas de fatalité. Il n'y a pas de réponse unique. Vous me demandez à moi, accessoirement, je ne suis pas ministre de l'Éducation nationale, de m'engager sur des mesures uniques, exclusives, alors que face à ça, vous avez 700 000 situations différentes, personnelles. Donc, je ne suis pas sûr que l'approche soit forcément la même. Par contre, mais évidemment, c'est la double peine, et vous le savez, il y a un sujet qui est dans l'actualité assez fort en ce moment, qui est celui des violences conjugales, et ce même genre de comportement où la femme qui est victime de violences, c'est elle qui doit partir, souvent avec son enfant d'ailleurs, qui alors qu'il est déjà victime des violences dans le couple, doit aussi quitter son... On a le même genre de phénomène, et on a donc le même genre de réflexion. Quant à la campagne de communication que vous évoquez, je ne sais pas de laquelle vous évoquez, parce qu'il y en a une qui est sortie aujourd'hui, qui a été réalisée par des enfants en réalité, en fonction de ce qui... C'est celle-là dont vous parlez? Non, c'est pas celle-là. Ah, c'est pas celle-là. Bon, ben voilà, vous découvrirez la nouvelle. Ce sont des enfants qui l'ont écrit à partir de ce qu'ils ont vécu. Et ça met en scène cette dynamique collective qui est importante, c'est-à-dire, à un moment, ensemble, on est plus fort contre le harcèlement, et il faut que l'isolement, il faut que la honte change de camp. C'est ça. Elle n'est pas du côté du harceleur, elle doit être du côté du harceleur. C'est d'être harceleur qui est ringard et qui doit être stigmatisant et non pas là. Christine Kelly. Oui, monsieur le ministre, je veux juste vous dire, moi j'ai regardé les 10 mesures qui ont été annoncées, présentées par le ministre de l'Éducation. Je ne vois aucune de ces mesures qui aurait pu sauver cet enfant. Aucune de ces mesures. Pardon, mais elles sont théoriques. Je les ai. Là, par exemple, Cyril, inscrire dans le code de l'éducation le droit des enfants à suivre une scolarité sans harcèlement. Proposer un programme anti-harcèlement clé en main aux écoles et aux collèges. Ça, c'est tout ça. Vous avez regardé le détail? Non, c'est pas théorique. Alors, je vais vous dire. Non, mais je vous dis sincèrement, j'ai regardé. La formation, la raison, Christine. La formation, c'est la seule chose qui peut être intéressante. Mais sur toutes les mesures instituées dès le CP, un prix non au harcèlement et lancer une campagne de communication pour les élèves du premier degré. Enfin, pardon, mais je veux dire, excusez-moi, ça manque de concret face à ça. Pardonnez-moi, je vous dis mon non, mais je vais vous répondre. Dernier point, donc pour moi, je trouve ça très théorique. J'ai regardé, j'ai rien compris.
C'est trop théorique. Et la deuxième chose, il y a aussi un angle qui n'est pas du tout utilisé, c'est la punition, c'est-à-dire la sanction. C'est ça, la sanction. Pourquoi personne ne sait qu'un enfant mineur qui harcèle, il encourt une peine de 6 mois de prison, Exactement. 7 500 € d'amende, majeur, 1 an de prison et 15 000 € d'amende. Ça aussi, il faut communiquer là-dessus. Est-ce que c'est Ce sont appliqué mes 2 remarques. Est-ce que c'est appliqué déjà, ces peines? Alors, Jamais. je suis pas Vous d'accord avez avec... appliqué Mais moi, mais non, mais c'est... Attendez, on va aller... Alors, allez-y. non, mais je ne suis pas d'accord avec vous sur le fait que ça soit théorique. Vous dites inscrire le droit à une éducation sans harcèlement dans le code de l'éducation. Vous dites que c'est théorique, ça peut paraître symbolique. Je ne suis pas d'accord avec ça. Ça permet, d'une part, c'est une base légale pour l'ensemble des établissements pour mettre sur pied des plans de prévention du harcèlement. C'est aussi grâce à ça que, par exemple, on va pouvoir aller voir les plateformes Internet, les réseaux sociaux sur lesquels le cyberharcèlement a lieu et qu'on va pouvoir leur dire, vous voyez, il y a une base légale, vous devez retirer les contenus qui concourent au cyberharcèlement des élèves. Le plan que vous évoquez, le programme, vous dites c'est flou. Non, ce qu'il y a dedans, c'est 10 heures de sensibilisation par élève, par an, pour les élèves, afin de les sensibiliser à ces questions-là, leur dire quels sont les risques, leur dire éventuellement quels sont les risques encourus. Parce que oui, il y a déjà des choses qui existent. Vous avez raison, la sanction, ça existe. Les sanctions existent déjà. Effectivement, il faut peut-être le redire, mais justement, cette sensibilisation de 10 heures sert à ça. Elles n'ont pas été appliquées. Ces plans de formation, Elles n'ont pas été appliquées dans le cas de madame. Alors, elles n'ont pas été appliquées, mais elles existent. Et une fois encore, l'ensemble des professionnels de l'éducation nationale aujourd'hui sont sensibilisés à ces questions-là. Et on ne peut plus admettre qu'une situation comme celle que vous avez vécue, que votre fils a vécue, puisse se réaliser. Mais une fois encore, ces mesures sont au contraire concrètes. Il y a de la formation, il y a de la mise à disposition d'outils tout prêts pour les personnels de l'éducation nationale, pour les parents, pour les élèves ambassadeurs. Il y a, face à des cas très complexes, il y a des référents dans chaque académie qui ont été mis en place. Il y a 350 référents harcèlement scolaire aujourd'hui en France. Quand vous avez un cas complexe dans un établissement, le chef d'établissement peut faire intervenir une équipe extérieure pour avoir un regard tiers, avec un pédagogue, avec un psychologue, avec un médecin, un assistant social si c'est nécessaire, pour traiter ces cas complexes. Donc c'est au contraire des choses très très concrètes. Moi, je suis effaré par les chiffres que vous avez donnés, Cyril. 10 000 enfants, j'étais pas du tout... Oui, 10 000 enfants par an qui... Et moi, ce que je ne comprends pas, c'est qu'on ne mette pas plus de moyens dans l'éducation nationale. Aujourd'hui, moi, j'ai 2 nièces qui sont professeurs des écoles. Elles me disent, tu as 30 gamins, tu ne peux pas t'occuper des 30 gamins. Au bout d'un moment, ils t'échappent. Bien sûr. Et pourquoi on ne fait pas des classes à 15 déjà? Pourquoi on ne met pas plus de moyens, plus de professeurs, etc. C'est la base. D'abord, pour bien apprendre à l'école, c'est la première des choses. On sait très bien qu'on est classé dans les plus mauvais au niveau des écoles. On n'est pas dans les meilleurs, tout au moins. Et en plus, les évaluations récentes. Et en plus, je le répète, elles me disent, mes nièces, mais on ne peut pas gérer 30 gamins. On sait très bien qu'aujourd'hui, l'école, elle n'est pas reconnue. Moi, je me rappelle très très bien, mon instituteur, à l'époque, ça s'appelait l'instituteur, je peux te garantir, on était une quinzaine dans la classe, tu n'avais pas envie d'harceler quelqu'un. Hein. Ça, c'est clair. Hein. Parce qu'il était dur, c'était l'instituteur. Il faut que ça redevienne le patron, l'instituteur. Sans quoi, c'est quoi aujourd'hui? C'est pas les instituteurs qui commandent, c'est les enfants qui commandent. Alors, donc il faut remettre des moyens dans l'éducation nationale.